va essayer un nouveau format de podcast qui s'appelle Podcast en balade avec Paul. L'idée m'est venue de Cathy Bowman qui fait ça, un podcast marché. Donc ce premier podcast aujourd'hui est de vous inviter de vous promener avec moi, de faire la promenade quotidienne que vous devez faire ou dans les transports en commun que vous devez prendre pour aller au boulot ou autre, et de prendre ce temps ensemble pour réfléchir à différents sujets, où vous parlez de ce qu'on est en train de faire avec Ludivine, de nos projets, de ce qui avance, de nos questionnements. Donc voilà, par exemple, aujourd'hui, on a pris une décision importante. On a coupé notre compte Instagram. Voilà. Comment ça s'est fait, cette affaire ? C'est que, en fait, on nous a dit, voilà, vous devriez être ressource primordiale, la boutique devrait être sur les réseaux sociaux. On avait ouvert un compte il y a des années parce que des stagiaires nous disaient, voilà, on ne peut pas vous taguer parce que on peut faire un tag ressources primordiales, mais il n'y a pas de compte officiel ressources primordiales pour parler et partager autour de vos outils que vous vendez, de vos bouquins, matériel d'automassage, etc. Donc ce serait chouette qu'on puisse vous identifier. Alors j'avais dit à une stagiaire, vas-y, ouvre un compte. Et puis ensuite on a eu des employés, dit vas-y, mais les employés n'étaient pas à fond dans Instagram. On a des employés qui sont plutôt traditionnels, dans la trentaine, mais qui ne sont pas branchés réseaux sociaux pour les valeurs qui sont les nôtres. Et c'est pour ça qu'on bosse avec ces gens qui croient aux livres, qui croient aux vrais échanges humains. Et donc de temps en temps, on mettait un petit post et tout. Et puis on s'est dit récemment avec Ludivine, écoute, ce serait bien de dynamiser le truc, en particulier pour l'IMP, parce que tous nos concurrents, ils font ça. On a l'impression qu'il y a beaucoup de stagiaires qui vont vers la concurrence, parce que on a des concurrents très proches qui sont à fond sur Instagram. Alors on s'est dit, faisons la même chose. Alors dans un premier temps, j'ai installé Instagram sur mon téléphone. Ah là, il y a du bruit. Il y a une voiture qui recule, plus un monsieur qui coupe taille sa haie. Donc je vais aller un peu plus loin pour vous expliquer la suite. Et donc j'ai installé Instagram sur mon téléphone. Et là, j'ai découvert comment je pouvais me faire pirater le cerveau. J'ai regardé bien sûr des choses intéressantes en mettant mes centres d'intérêt, la nature, Sea Shepherd, des choses sur les sujets qui m'intéressent en ce moment. Et j'ai vu des choses chouettes, des baleines, des machins. Et puis j'ai vu aussi que je passais un temps fou à regarder des trucs débiles dans le fil, et puis de passer du temps, et puis plusieurs fois dans la journée de regarder un petit peu s'il y a des nouveaux trucs, et puis de me rendre compte que j'y perdais du temps. Puis des fois on pourrait se dire, si tu apprends des trucs, mais j'ai plutôt l'impression de perdre du temps. Et puis sur les sujets qui m'intéressent, en fait, j'en apprends 1000 fois plus en lisant un bouquin. Et je me rends compte que comment ça s'appelle, l'algorithme d'Instagram est beaucoup plus puissant que mon cerveau. Il est fait par des groupes de gens, il est fait par des ordinateurs. Il est conçu délibérément pour me rendre dépendant. Décidément, aujourd'hui, tout le monde s'est donné le mot pour tailler sa haie. Donc cet algorithme est fait pour me rendre dépendant. Et j'apprécie pas ça, tout comme j'apprécierais pas... c'est pour ça qu'il y a plein de produits industriels qu'on mange pas, qu'on n'achète pas, qu'on va pas faire nos courses dans les supermarchés, parce qu'on sait que beaucoup de produits avec des exhausteurs de goût, avec trop de sel, trop de sucre, trop de graisse saturée pour nous rendre dépendants et malades,
et dépendant des agro-industriels. Donc on ne consomme pas ce genre de produits, ou on cherche à en consommer le moins possible. Mais là, délibérément, mettre mon cerveau en danger par l'utilisation d'Instagram, c'est pas possible. Alors parallèlement, j'ai fait une deuxième chose, c'est que je me suis dit, s'il faut utiliser Instagram pour le boulot, il faut que j'étudie le truc. Donc j'ai acheté un bouquin de référence énorme sur comment utiliser Instagram pour le business, quoi. Et là, j'ai appris des tas de choses passionnantes. Comment rendre les gens captifs, comment rendre les gens dépendants, comment faire en sorte que les gens cliquent, partagent, et qu'on ait un super compte, comment faire pour qu'on ait plein de gens dont on a créé le cerveau. Et j'ai lu le bouquin, et désolé, mais ça m'a donné la nausée. Ça m'a rendu malade. Et j'ai dit tant pis. Et on a discuté avec Ludivine et on a décidé, on préfère perdre des ventes, fermer boutique, abandonner plutôt que Instagram. Plutôt que oui, les gens sont dépendants d'Instagram. Oui, si on était sur Instagram, on vendrait beaucoup plus. On pourrait faire croire des tas de choses aux gens. Je vois les collègues qui montrent c'est de la magie sur Instagram. Vous faites ça abracadabra avec les réflexes et hop, magie. On sait très bien que tout ça, c'est comme les bonnes vieilles pubs. On voit un bonhomme gros, un bonhomme mince, et puis on fait avant, après. Un bonhomme tout maigrichon, puis un bonhomme bien musclé, avant, après. Puis c'est magique, et puis nous, on voudrait y aller, on voudrait faire pareil comme la publicité, et puis on croit qu'en achetant ce produit, en suivant cette formation, ça va être miraculeux. Tous nos problèmes vont être résolus sans effort, sans implication, et en vérité sans intégration des choses. Donc on a dit non, tant pis, on abandonne Instagram. En plus, et les TikTok et compagnie, en plus, ça nous prendrait du temps pour faire tout ça, du temps qu'on pourrait investir à développer des choses chouettes, à sortir de nouveaux livres, à faire des vidéos sur YouTube ou autre. Donc on a décidé de fermer le compte ressource primordial Instagram qui existait depuis des années. Et puis bien sûr, j'ai désinstallé Instagram de mon téléphone. Il était hors de question que mon cerveau continue à être hacké, piraté, violé par ces géants du numérique, ces fossoyeurs de l'esprit humain, dans un seul but mercantile, de dépendance, de déséquilibrer volontairement le métabolisme humain en affectant la dopamine, etc. On le sait, c'est dit, on le sait tous, on se ferme les yeux. Donc c'est pas un acte de résistance, c'est juste rester, garder une certaine intégrité. Donc je vous invite à faire la même chose. Et puis du coup, cette énergie qu'on ne va pas mettre dans Instagram, on peut la mettre dans les réseaux sociaux ailleurs. Et par exemple, développer ce podcast. On s'est rendu compte que ce podcast est très écouté. Et effectivement, on se rend compte que par exemple sur YouTube, il y a deux tendances. Il y a la tendance des shorts, où on fait des mini-vidéos d'1 minute pour capter l'attention de quelques secondes, avec des choses chocs, pour que les gens regardent un maximum de trucs. Et puis il y a la tendance des choses de qualité, qui prennent leur temps pour s'installer, des interviews d'1 heure, 1h30, 2 heures, où les gens qui ont une exigence et une capacité intellectuelle suffisamment développée vont pouvoir vous regarder ça. Et donc c'est le choix qu'on fait. La qualité, l'investissement, l'effort, dans un monde qui voudrait l'immédiateté, la médiocrité, le piratage de nos cerveaux, le cocooning, le repli sur soi, le racisme, tout ce qu'on voit aujourd'hui, la haine des uns des autres. Donc on va plutôt investir dans des vidéos de qualité, comme on fait déjà et qu'on continue à faire. On en a publié pas mal depuis la rentrée 2025, qui est l'époque où je vous parle là, mi-septembre 2025. Et puis de développer le podcast. Alors là, par exemple, c'est le format En marchant avec Paul,
il y aura d'autres types de podcasts. Là, pour vous partager un peu, je suis en train de traverser un champ pieds nus. Quand je sors de chez moi, je traverse d'abord un petit quartier pavillonnaire, et puis à peine 5 minutes, il y a des champs. Alors bon, bah, c'est un peu... C'est la plaine normande, c'est assez moche. Enfin, c'est mon point de vue. C'est tout plat, c'est juste des champs, avec des pavillons autour des champs. Voilà. Mais au moins, je marche pieds nus, en t-shirt, pour habituer mon corps à la fraîcheur. Alors là, il n'y a pas de fraîcheur du tout. Aujourd'hui, il fait bon. Mais pieds nus, en tout cas, même l'hiver, quand c'est possible, c'est quasiment tout le temps possible. C'est l'idée d'être en contact avec plus de primordialité, volontairement, hein. Enlever un peu de confort chaque jour pour faire face un peu à un mécanisme psychologique très important qui s'appelle l'habituation hédonique. C'est l'habituation au confort et au plaisir. Et, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Quand j'étais marié avec la mère de mes filles, on était mariés pendant 10 ans. Tout d'abord, moi, j'avais pas de voiture. La première voiture que j'ai achetée, j'avais plus de 50 ans. Donc, j'ai jamais eu de voiture de toute ma vie. J'ai toujours, pas par volonté, hein, par choix, pas par pauvreté, mais par choix écologique, peut-être idéologique, anti-société de la voiture, de la bagnole dans laquelle on est, qui nous mène à notre perte. Et donc, même quand j'avais 19 ans, je n'ai pas voulu de voiture. Donc j'utilisais le vélo, donc parfois pour aller au boulot, il fallait 1 heure, même plus d'1 heure de vélo, je me rappelle quand j'étais en Belgique, 1 h 30 le matin, 1 h 30 le soir, mais c'est chouette, non? 3 heures de vélo par jour. Et quand il pleut, tout ça, quand il neige, c'est une expérience. Je veux dire, comment faisaient nos ancêtres? Bien plus, bien mieux. Enfin bref, j'ai jamais utilisé de voiture. Et puis au début de notre mariage, on allait faire les courses. Alors, moi j'avais acheté une remorque derrière le vélo, et donc 1 fois par semaine j'allais bourrer, c'était un gros truc, la remorque et les sacoches du vélo jusqu'à la maison. Bon, c'est 20 minutes, donc 20 minutes à aller, 20 minutes retour. Alors l'aller est plus facile que le retour, où on a les sacoches plus la charrette, la remorque chargée. Et puis je me rappelle même ma femme à l'époque, quand elle était enceinte, jusqu'à au moins 8 mois, avec son énorme ventre, d'aller, elle, tous les jours, acheter 2-3 trucs, une supérette qui était à côté, en tirant un chariot, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, un panier de courses sur roulette, là, un truc de grand-mère, un cabas, non, un caddie, enfin bref. Et puis, quand les enfants ont grandi, la mère de mes filles, elle voulait les emmener à droite, à gauche. Et donc, c'est vrai qu'on a pas mal voyagé, parce qu'on donnait des cours, enfin, je donnais des cours un peu partout en France, à l'époque d'éducation kinesthésique, de brain gym et 2-3 autres trucs. Et donc, pour ça, on allait en train. Donc, on avait les valises, plus le sac à dos, plus les gamins. Et puis, voilà, c'était assez galère. Bon, on est jeunes, hein, on a 30 ans. Et c'est des aventures. Mais au bout d'un moment, elle en a eu marre, parce qu'elle voulait faire des tas d'activités avec les enfants. Et elle s'est acheté une Twingo. Et pour son boulot, son atelier, aller à son atelier d'artiste, puisqu'elle donne des cours comme artiste d'art plastique. Donc j'utilisais la voiture, il y avait toujours des tas de matériel, des chevalets, des trucs, et donc évidemment en bus et tout, c'était infernal. Donc voilà, elle a acheté une voiture que j'ai jamais conduite, que j'ai jamais vraiment utilisée. C'était sa voiture, mais bon, de temps en temps quand même, voilà, j'ai quand même conduit une Twingo. Donc voilà, c'est tout ce qu'on n'était pas très riche, hein, quand même, c'est tout ce qu'on pouvait s'offrir, une Twingo. Et voilà, on était très contents de cette Twingo. Des fois, il y a des gens qui se moquaient de nous, mais j'étais très content de cette Twingo. Puis un jour, elle était en fin de vie, et mon ex-femme a racheté une Twingo. Elle ne voulait pas essayer autre chose. La Twingo, c'est son truc, elle est heureuse avec ça. Le deuxième modèle de Twingo. Et voilà, on trouvait ça super. La Twingo, c'est génial.
Derrière, on peut rabattre les fauteuils comme à rien, on peut dormir dans la Twingo, c'est vraiment génial. Et puis, euh, et puis on a divorcé. Et là, quand on a divorcé, je suis allé partir pour laisser la maison avec ma femme, vivre chez ma mère. Donc là, j'avais à peu près 40 ans. Et ma mère, elle avait une Clio. Donc de temps en temps, j'allais faire des courses. Et la première fois que j'ai utilisé la Clio, je dis waouh, trop bien cette voiture, elle est chouette et tout. Bon, c'est une Clio, hein, ça va pas chercher loin, mais c'est un peu mieux que la Twingo. Et puis voilà, les semaines passent, je suis chez ma mère, j'ai toujours des très bons rapports avec mon ex-femme, hein, on s'organise, elle pour son boulot, moi pour le mien, la garde des enfants, etc. Et puis un jour, je suis amené à reconduire la Twingo. Et là, le choc. Elle me prête la Twingo et je dis, mais c'est... Je dis, il y a un problème avec le moteur? Elle fait, non, pourquoi? Je dis, c'est bizarre, ce bruit. Et en fait, c'était toujours été son bruit. Je dis, c'est bizarre. J'ai l'impression que les clignotants, ça marche pas, les essuie-glaces, tout a l'air comme un petit jouet tout pourri. C'est-à-dire que cette voiture, que pendant, je sais pas combien de temps on l'a eu, 5 ans, je la trouvais parfaite et confortable et chouette. Mais après avoir utilisé une Twingo, je ne vous parle pas d'une belle voiture confortable et tout, d'être passé de la Twingo à la Clio pendant quelques semaines, fait que tout d'un coup, je me suis habitué à un niveau de confort supérieur et que retourner vers la Twingo, c'est une catastrophe. Et donc c'est là que j'ai pris conscience de ce mécanisme psychologique que je connaissais, dont j'avais entendu parler, l'habituation hédonique. Donc je me suis tout de suite habitué à un nouveau confort et revenir en arrière, c'est pas possible. Et c'était hors de question. Je dis, mais tu peux pas, cette voiture, c'est trop pourri, qui peut? Et je comprenais les gens qui se moquaient de nous, qui avaient des plus belles voitures que nous, qui savaient qu'à un moment donné, on aurait pu se payer une voiture un peu plus belle, mais ils vont rester avec la Twingo. Et j'ai compris. Après, des années après, quand j'ai rencontré Ludivine, elle avait une voiture encore un peu supérieure. Et après, j'ai trouvé que la Clio était assez pourrie. Tout ça pour vous dire que ce mécanisme s'appelle l'habituation hédonique. On s'habitue toujours à son niveau de confort et c'est notre nouvelle base. Et c'est très difficile de revenir en arrière. Et donc on veut toujours plus de confort. On peut aller que comme dans la société, comme dans une fuite en avant de toujours plus de confort, plus de bien, plus de cocooning, plus d'argent, et parallèlement, moins d'efforts, moins de ceci. Je veux dire, est-ce qu'on pense que... Peut-être c'est un truc de vieux, mais quand j'étais petit, la voiture, bon, bah, évidemment, il fallait une clé pour ouvrir les portes. Après, pour ouvrir derrière, il fallait passer le bras par la porte avant pour ouvrir la porte de derrière. Et puis, après, il fallait mettre la clé pour démarrer la voiture. Et puis, pour ouvrir les fenêtres, il y avait une manivelle. Et puis, on tournait la manivelle pour ouvrir la fenêtre. Puis un jour, ils ont inventé, je crois que ça s'appelait la condamnation automatique des portières. C'est-à-dire, on appuie sur un bouton et les 4 s'ouvrent. Extraordinaire. Plus personne aujourd'hui ne pourrait faire cet effort de mettre la clé dans la porte pour ouvrir la porte. Et pareil pour les vitres, on avait le bouton pour ouvrir les vitres et plus personne aujourd'hui accepterait d'avoir une voiture. Il faut tourner une manivelle pour ouvrir la fenêtre. On s'est habitué à ce nouveau confort. Mais ça ne suffit jamais pour l'être humain. À un moment donné, appuyer sur un bouton pour ouvrir les portières, c'est trop difficile. Alors maintenant, il faut garder la clé électronique dans la poche. Et quand on s'approche de notre voiture, ça s'ouvre tout seul. Il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton. Et on ne pourra plus revenir en arrière d'appuyer sur un bouton pour que les 4 portes s'ouvrent automatiquement. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est arrivé? Où on a une injonction qui nous dit il faut bouger plus dans la vie parce qu'on crève de sédentarité et qu'on invente des technologies extrêmement poussées et complexes qui rendent nos voitures bien plus chères qu'autrefois, avec beaucoup plus de pannes, très difficiles à réparer, et qui nous rendent de plus en plus dépendants de cette technologie, paresseux, fatigués, incapables de faire la moindre chose. Et donc c'est une sorte d'injonction schizophrénique. D'un côté, faites moins d'efforts, laissez-vous porter par la technologie qui va simplifier vos vies. Et de l'autre côté, il faut bouger plus, parce qu'on est trop sédentaire et on crève de la sédentarité. Donc voilà, tout ça pour dire que je marche pieds nus. Alors, marche pieds nus, c'est pas grand-chose, parce qu'on prend vite l'habitude et on trouve ça normal. Et en fait, je me rappelle, c'était le cas quand j'étais gamin. Je supportais pas de mettre des chaussures. Il fallait que les parents me forcent
à mettre des chaussures. Voilà, il fallait me forcer pour mettre des chaussures pour aller à l'école. J'habitais à Paris, donc je marchais parfois pieds nus dans Paris. Bon, il y a une longue histoire derrière ça que je vous raconterai peut-être une autre fois, mais en tout cas, pour tous ceux qui ont pris l'habitude de marcher pieds nus, mettre des chaussures, en fait, c'est un calvaire. En fait, c'est un supplice, c'est un carcan on force les enfants à mettre des chaussures pour qu'ils s'habituent très tôt à rentrer dans ce carcan sociétal de la chaussure. Parce que la chaussure, vous savez, c'est une invention très très récente du 19e siècle. Enfin, ça a été inventé avant le 19e siècle, mais la généralisation de la chaussure s'est faite au 19e siècle. C'est toujours de la même manière. Les riches mettaient des chaussures pour montrer qu'ils n'allaient pas dehors, qu'ils restaient à l'intérieur. Et donc c'était les va-nu-pieds, les pauvres, les paysans qui avaient soit rien du tout, la plupart du temps, soit parfois juste une petite peau ou un petit truc pour protéger un peu le pied, ou les fameux sabots de bois qu'on imagine pas très confortables, mais qui permettent en tant que paysan ou quoi d'aller marcher dans les cailloux pour aller travailler la terre. Encore aujourd'hui, il y a une grande partie de la planète, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, qui vivent pieds nus. Et donc bref, pour montrer qu'on n'est pas qu'on n'est pas un pauvre, on met des chaussures. Et en particulier, les femmes mettaient des talons, ou des hauts talons, parce que les riches pouvaient dire, voyez, ma femme, c'est pas une paysanne, c'est pas une pauvre, elle n'a pas besoin de sortir dehors. C'est pour ça aussi que c'était une bonne chose d'avoir la peau blanche. Ça montre, elle va pas dehors. Je suis riche, j'ai des esclaves, des serfs qui travaillent pour moi. Et moi, grand seigneur, ma femme et moi-même, on n'a pas besoin de sortir, donc on met des chaussures qui nous empêchent de marcher, en fait, qui sont inconfortables au possible, mais ceux qui utilisent leurs pieds, ce sont des animaux. Et nous, on est au-dessus de ça. Et quand les riches font quelque chose, quand les bourgeois font quelque chose, les pauvres veulent les imiter. N'oublions pas, on est dans une société hyper hiérarchisée, pyramidale. Autrefois, c'était le roi, les nobles, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est les riches, classe bourgeoise, et puis les moins riches, etc. Et donc, on veut toujours imiter. On croit qu'on met des chaussures pour une bonne raison, mais en fait, on met des chaussures juste par convention sociale, sociétale. À quoi ça servirait une chaussure, en fait? Principalement, aujourd'hui, c'est pour la mode, c'est pour faire beau. Regardez les jeunes. Ils veulent acheter la basket où il y a la marque dessus. Vous savez que vous trouvez la même basket, la même, faite dans la même usine, sans le logo, à 10 balles, dans un magasin sans marque, et ça existe. Non, il va préférer payer 200 €, 300 €, la même chaussure, mais avec la marque marquée dessus. Donc la chaussure aujourd'hui, on le voit très clairement chez les ados, et chez les hommes et chez les femmes, la chaussure, ce n'est qu'un marqueur social. Alors bien sûr, il y a une fonction aussi de protection du pied. Hein, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Allez, je rejoins la route là. De protection du pied, on me dit toujours, mais si, il y a des bouts de verre, c'est pieds nus. S'il y a des bouts de verre, vous savez quoi? Je ne marche pas dessus. Et le fait de ne pas mettre de chaussures fait que je suis plus conscient de mon environnement et de là où je mets les pieds. Donc s'il y a des bouts de verre, je ne marche pas dessus. Souvent, on me dit souvent, mais s'il y a des aiguilles avec le sida, c'est un truc, je ne sais pas dans quel quartier les gens habitent, mais j'ai jamais vu d'aiguilles par terre, puis je ne saurais pas reconnaître si elles ont le sida ou pas, mais s'il y a une aiguille, vous savez quoi, je ne marche pas dessus. Et si jamais il y a un passage extrêmement dangereux, j'y vais pas, je fais demi-tour. Je sais pas. Voilà. Donc il y a la protection du pied que je peux comprendre. Si on est obligé de travailler dans un endroit dangereux, évidemment, on va mettre des chaussures et même des chaussures de sécurité. Évidemment, je pense aux ouvriers. Ou par exemple, nous, on a un petit terrain avec Ludivine. Et c'est plein de silex. Je ne vais pas marcher pieds nus dans le terrain avec les silex. Et de la même manière, je ne vais pas pieds nus cueillir les murs pleines d'épines. Pas envie de me faire transpercer le pied. Voilà. Donc, moi j'ai un pied particulièrement souple, j'ai pas de la grosse corne au pied. Donc, voilà quoi. Alors, après, c'est une habitude, je me suis rendu compte que mon pied est devenu plus intelligent et qu'il épouse les aspérités. Donc, avant, quand je marchais pieds nus, j'avais souvent des petits cailloux coincés, des petits bouts d'épines, etc. Et ça m'arrive quasiment jamais aujourd'hui, comme si mon pied était devenu plus intelligent.
comme si la proprioception du pied, le tact du pied s'était éveillé d'une manière qui fait que il réagit mieux à son environnement. Et du coup, je, je suis plus gêné, je suis plus blessé, je suis plus piqué, c'est très bizarre. J'explique difficilement ce phénomène, si ce n'est qu'un éveil de la proprioception du pied qui épouse mieux son environnement, qui est plus mobile, et voilà. Et puis l'autre phénomène, c'est donc pour protéger physiquement le pied de ce qui est en dessous ou de ce qui pourrait lui tomber dessus. Donc évidemment, si on est dans un environnement dangereux, la question ne se pose pas. Il faut protéger son pied. Mais bon, ça arrive quand ça? Ça arrive jamais, très rarement. Si je dois faire un déménagement, peut-être. Il faudrait que je retrouve une paire de chaussures. Je n'ai pas vraiment des chaussures, quelques chaussures minimalistes, mais voilà. Et l'autre chose, c'est pour le froid. Le froid ou le chaud, parce que c'est vrai que si je marche sur du béton, c'est l'été qui fait 35 degrés, je vais me cramer les pieds, c'est obligé là. Alors déjà, évidemment, mon pied n'est pas vraiment fait pour marcher sur du béton brûlant, donc je vais plutôt marcher dans l'herbe, ce que je suis en train de faire d'ailleurs tout de suite là. Je marche sur le bord, enfin en fait dans le quartier où je suis là, il y a des trottoirs, puis à côté il y a de l'herbe, donc plutôt que de marcher sur les trottoirs, même s'il fait pas chaud aujourd'hui, je marche dans l'herbe à côté du trottoir, pour plusieurs raisons. Hein. La raison principale, c'est que j'aime bien que mon pied soit sollicité par des creux, des bosses, des aspérités, plutôt que d'être toujours sur du plat. Donc il a besoin de plusieurs vitamines, comme dirait Cathy Baumann, la biomécanicienne, et je lui offre plusieurs vitamines tactiles et proprioceptives en marchant sur des terrains irréguliers, comme l'herbe sur laquelle je suis en train de marcher. Donc là, il n'y a plus de problème de chaud. Mais c'est sûr que si j'étais obligé de marcher en ville, pieds nus, ce qui m'arrive souvent d'être pieds nus en ville, mais qui faisait, c'était l'été brûlant, bon, déjà je dois vous avouer quelque chose, je vais très très rarement en ville. C'est que quand je suis obligé, qu'on est en déplacement, qu'on va à des stages, et puis que le stage est en ville, et puis qu'on doit aller au restaurant. Donc là, je suis obligé d'aller en ville, mais sinon dans ma vie quotidienne, ça n'arrive jamais. On va faire nos courses au magasin bio, qui est un peu en périphérie. Voilà, on y va en voiture, on va au magasin bio, et puis on revient. Je ne fais pas les magasins en ville. Le seul magasin que j'aimais, c'était des libraires, alternatifs, on va dire. Ils ont tous disparu au fur et à mesure des années, ça fait bien longtemps qu'ils ont disparu. Un bouquiniste aussi, extraordinaire, auquel j'allais régulièrement. Et du coup, ces magasins n'existant plus, j'ai rien à faire en ville, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en ville? Donc bref, j'y vais pas. Mais si je devais y aller, et que le béton est brûlant, je suis pas fou, je mettrais des chaussures minimalistes que j'ai avec une petite semelle pour me protéger de ça. Mais bon, comme je supporte mal le chaud, en général, je reste chez moi. Et donc le froid aussi. Ça, c'est la chose qui m'a le plus frappé, le plus rapidement. C'est le fait de marcher pieds nus quand il fait froid, quand c'est l'hiver, quand il y a du gel, quand il y a des plaques de verglas au sol. Et donc, c'est quelque chose que j'ai été amené à faire. Alors, la première année que j'ai fait ça, j'ai commencé à marcher pieds nus, c'était au mois d'avril. Donc c'est un 1er avril, comme une blague. À partir de maintenant, je ne mets plus de chaussures, il y a quelques années. Et bon, en avril, il ne fait pas froid. En mai, juin, juillet, août, septembre. Et puis progressivement, la température baisse et progressivement, mon pied s'habitue à marcher sur du plus frais. Puis l'hiver arrive et parfois, il fait assez froid. Alors, j'ai la chance de vivre en Normandie, l'été il fait jamais hyper chaud et puis l'hiver il fait jamais hyper froid. C'est pas comme dans l'est de la France ou dans le sud ou je sais pas où. C'est un climat, on bénéficie beaucoup du Gulf Stream, on n'est pas loin de la mer. Donc on a un climat océanique qui est relativement doux. L'été est doux l'hiver. Mais bon, on a quand même des périodes de gel qui ne durent pas, en général 1 ou 2 semaines en tout et pour tout de tout l'hiver. Et il fait quand même froid pendant un certain temps, je sais pas, des températures de 18, 5 degrés. Et oui, parfois 0 degré, et parfois il y a du gel, et j'y vais quand même pieds nus. Et je me suis rendu compte de 2 choses. Première chose dont je me suis rendu compte, c'est que si évidemment je reste immobile sur une plaque de verglas ou sur du béton froid, encore une fois le béton, hein, ce sera moins froid dans l'herbe ou quoi, mais
Si je reste pieds nus, sans bouger, là, je vais me geler tout de suite. Oh, ce sera intenable. Mais si je marche, quand je marche, mon corps, et en particulier les pieds, ils sont vivants et ils ont chaud. Enfin, ils génèrent de la chaleur suffisamment pour que j'ai pas froid à marcher dans le froid, en fin de compte. Donc ça, c'est la première chose. Je me suis rendu compte que tant qu'on bouge, nos pieds, comportant un tiers des articulations du corps, un tiers ou un quart, je ne sais plus pareil, une trentaine d'articulations étant extrêmement mobiles, je crois que c'est un quart des articulations du corps, ça doit être un quart dans les pieds, un quart dans les mains, et puis le reste dans le reste du corps. Et les mains et les pieds sont faits pareil, avec le même nombre d'os et tout, que je sache. Et donc, ça réchauffe mes pieds, donc c'est tout à fait supportable. Mais si je croise quelqu'un et que je devais discuter avec, en restant immobile sur le froid, non, là j'attraperais vraiment froid. Donc la première chose, c'est ça. Puis la deuxième chose, je me suis rendu compte très rapidement que, alors que le reste de mon corps était normalement couvert, qu'au fur et à mesure qu'arrivait l'hiver, bah, je me couvrais pas plus. Mais je m'en suis rendu compte, en fait, de manière très bizarre, c'est que je me rappelle un jour, j'étais allé amener les paquets. Les gens commandent les choses sur Ressources Primordiales, les paquets, puis à l'époque, c'est moi qui allais les amener tous les jours en tirant un petit chariot, pieds nus, à la poste ou au point relais, Mondial Relais, je sais pas quoi, tous les points relais. On a 3-4 commerçants chez qui on amène les trucs. Donc, ce qu'on appelle la tournée des Grands-Ducs. On s'arrête à la poste, on s'arrête au deuxième, on s'arrête au troisième, puis on revient. Donc, ça faisait un peu plus d'1 heure par jour de marche comme ça, à tirer et amener les paquets que vous avez. On a le privilège de vous envoyer, que vous nous commandez. Et donc, je me suis rendu compte que je voyais les gens. On était, je sais pas, vers novembre ou décembre, ils avaient des gros pulls, ils avaient l'air d'avoir froid, ils étaient emmitouflés, ils avaient l'air d'avoir froid. Et moi, j'étais quasiment en t-shirt. Peut-être j'avais un petit truc par-dessus le t-shirt, une écharpe, un machin, mais. Et c'était pas volontaire, je sortais comme ça dans la rue. Et en fait, j'ai réalisé en rentrant qu'il faisait hyper froid, genre 5 degrés, mais j'avais pas froid. Donc je me suis rendu compte que le fait de marcher pieds nus envoyait un message à mon corps qui pouvait bien mieux progressivement apprendre à gérer, à se réguler face à la température et à me rendre moins frileux. Donc ça, c'était une découverte super importante pour moi. Le fait de ne pas mettre des chaussures renforcer ma résistance au froid. Donc voilà, je parle pour vous, en partant de l'idée de l'habituation hédonique. Ça, c'est pas grand-chose, mais des fois dans la vie, c'est bien de chercher à retirer volontairement du confort. Puis après, quand on y revient, c'est agréable. Je sais, par exemple, les gens vont faire du camping et après, on est tellement heureux de la bonne douche chaude, quand on rentre chez soi, ou de son lit douillet, ou de son chez soi. Parce que pendant plusieurs jours, on s'est mis dans des conditions volontairement un peu inconfortables. On pense à l'effort physique, au sport, par exemple. Les gens vont faire, je sais pas, des entraînements de sport où ça a l'air difficile. Et ça, c'est très important dans la vie de chercher parfois à faire des choses un peu difficiles, inhabituelles, de se mettre en inconfort. Parce que ça nous permet de mieux apprécier notre vie, notre quotidien. Alors bon, évidemment, dans le cas de marcher pieds nus, c'est devenu un peu l'inverse. Ce serait pour moi un inconfort de mettre des chaussures aujourd'hui, c'est insupportable. Des fois, pour des conventions sociales, j'en mets et c'est insupportable, très difficilement supportable. Et dès que je suis dans la voiture ou quelque part, j'ôte tout de suite ces chaussures. Et vous savez, c'est un peu comme les femmes qui, en soirée, mettent des chaussures chics, à talons, ou des escarpins ou quoi, et puis on sait qu'elles souffrent toute la soirée, puis dès qu'elles peuvent sous la table, quoi, qui enlèvent leurs chaussures. Est-ce que c'est normal, ça? Je sais pas trop, quoi. Ça me rappelle une histoire de Nasruddin, où c'est un gars qui vient le voir parce qu'il est malheureux, il est dépressif, il va pas bien, alors il dit, voilà, ça va pas avec ma femme, ça va pas le boulot, ça va pas, plein de choses. Alors Nasruddin lui donne un conseil, il dit, voilà,
tu vas mettre des chaussures trop petites. Tu vas le matin, tu vas t'habiller, tu vas mettre des chaussures trop petites, puis tu vas faire ta journée, et puis comme ça toute la journée. Puis on en reparle. Et en fait, ça a changé la vie du type, parce que au moins le soir, quand il rentre chez lui et qu'il enlève les chaussures, il a un tellement grand bonheur et soulagement. Voilà comment guérir des tas de problèmes et de les rendre, de prendre de la distance. On met des chaussures inconfortables et comme ça, quand on les enlève, quel bonheur, il y a au moins un truc qui va dans la vie. Je peux agir là-dessus. Je peux peut-être pas agir sur mon boulot, je peux peut-être pas agir sur certaines choses dans mon couple ou quoi, mais je peux agir sur mes chaussures. Alors, ça, évidemment, c'est une plaisanterie. Mais il y a des tas de choses qu'on peut faire comme ça pour apprendre à être ami avec l'inconfort. Et une des choses que je pense le plus important, et ce sera pour une autre fois, parce que j'ai fini la promenade que je m'étais impartie aujourd'hui, c'est la deuxième de la journée. La chose, c'est de travailler sur la respiration et sur les rétentions respiratoires, c'est-à-dire de retenir sa respiration le plus longtemps possible jusqu'à temps que ça devienne inconfortable. Et là, j'atteins quelque chose d'inconfortable, et comment je fais avec? Et il y a plein de techniques qui permettent d'être ami avec cet inconfort et d'apprendre dans la vie, quand on est face à des inconforts, à gérer ça. Et donc une des manières les plus faciles de faire, plutôt que de mettre des chaussures ou de se piquer des aiguilles sur soi, se fouetter, quoi, c'est de faire des exercices respiratoires très, très particuliers, très spécifiques, que j'ai appris en pratiquant le systéma, qui est un art martial d'origine russe cosaque, où on travaille beaucoup sur la respiration et entre autres sur la rétention respiratoire, parce qu'on travaille sur, je sais pas, on imagine si quelqu'un nous étrangle, ou on est dans un endroit confiné, ou il y a des grenades, j'en sais rien, des trucs du guerrier, et comment je fais dans ces situations-là? Et on apprend à gérer ces situations d'inconfort, toujours euh, dans comment expliquer ça en systéma? Dans le contrôle, dans le plaisir, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est on joue avec ça, mais toujours dans le plaisir et dans le contrôle. Et donc progressivement, on arrive à étendre ses limites, on arrive à avoir de plus en plus d'emprise sur soi-même, sur notre physiologie, sur notre corps. Et on découvre qu'on est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et d'ailleurs, il y a quelques années, on avait organisé un stage avec mon prof de systéma. Ça s'appelait quelque chose comme Vaincre ses peurs. Et il y avait une vingtaine de stagiaires, et quand ils sont sortis du stage, le stage durait, je sais pas, 2-3 jours, peut-être 4, je ne me rappelle plus. Les gens étaient sidérés de ce qu'ils ont été capables de faire et des changements qu'ils ont pu mettre en place dans leur vie en disant jamais de ma vie j'aurais cru être capable de faire ça, entre autres choses en travaillant sur les rétentions respiratoires. Donc voilà, c'était le premier podcast en balade avec Paul. J'espère que ce format vous a plu. Il y en aura quelques émissions comme ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous écrire, à m'envoyer un mail. Et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde ou des réflexions, n'hésitez pas.